la question c'est, est-ce qu'ils ne sont pas mieux armés que nous? Est-ce qu'ils n'ont pas des meilleurs concepts que nous sur certains points pour essayer de dire la nature de l'époque dans laquelle nous sommes? Parce que figurez-vous qu'en monde animiste, il y a un mot pour dire le moment où les êtres de la métamorphose, qui en temps normal sont simplement rares, ils sont l'anomalie, vous les croisez rarement dans la forêt, mais le moment où, depuis le statut d'anomalie, ils deviennent la norme, c'est-à-dire il y en a partout. Et le monde animiste a un mot pour qualifier le moment où les êtres de la métamorphose prolifèrent, où vous n'êtes plus capable de prédire le comportement des animaux que vous chassez, vous n'êtes plus capable de prédire le comportement de la rivière que vous devez traverser, vous n'êtes plus capable de prédire le climat, vous ne savez plus entrer en relation avec tout ça. En monde animiste, on appelle ça le temps du mythe. Le temps du mythe, ou le temps mythique. Le temps mythique, ça veut dire, il faut bien comprendre conceptuellement, c'est un temps bien particulier, c'est une forme du temps, dont la spécificité, c'est que c'est le temps qui était là à l'origine du monde, mais c'est un temps qui existe toujours aujourd'hui. Alors débrouillez-vous avec ça, d'un point de vue logique, mais parvenez à maintenir ensemble cette acrobatie conceptuelle. Il faut que vous compreniez qu'on parle d'un temps qui est un temps des origines, mais qui subsiste aujourd'hui, qui continue à travailler à l'intérieur du présent et qui débouche sur les futurs partagés, sur les futurs à stabiliser. Alors, ce qui est intéressant avec le temps du mythe en monde animiste, c'est que c'est un concept qu'il faut distinguer du temps du monde. Il y a deux temps. Dans le temps du mythe, je vais passer par un autre chemin, c'est plus clair. Dans le temps du monde, on sait avec qui on entre en relation. On sait ce que c'est qu'un loup, on sait ce que c'est un caribou, on sait ce que c'est une rivière. Et on sait quels égards leur montrer, comment entrer dans une relation viable et soutenable avec eux. Quelle est la forme de la relation sociale qu'on entretient avec eux. Dans le temps du mythe, par contre, les êtres et les relations sont profondément instables. Ils sont métamorphiques, ils sont incoatifs, ils sont en train de se faire. Il faut imaginer le temps du mythe, dans la plupart des cultures animistes, comme ce temps de l'origine dans lequel les humains et les animaux ne sont pas encore distingués. Les mâles et les femelles, le masculin et le féminin, les genres ne sont pas encore pleinement circonscrits. Et finalement, toute l'histoire des mythes, c'est l'histoire de personnages, des chamans, des héros, des artistes, nouer des pactes avec ces êtres de la métamorphose, qui vont établir des alliances pour stabiliser des relations viables avec eux. Et le temps du monde, c'est ni plus ni moins que ce qui hérite de ce temps du mythe. C'est le temps dans lequel on a finalement stabilisé des relations qui nous permettent de cohabiter de manière décente, de manière honorable, avec un ensemble de formes de vie différentes de nous, avec qui pourtant nous partageons la Terre. Pardon. Alors voilà ma question. Est-ce que ça sert à quelque chose de comprendre le temps dans lequel nous sommes, nous, héritiers, notamment de la science occidentale, à comprendre ce temps comme un retour du temps du mythe? Est-ce que nous serions, nous aussi, retournés au temps du mythe? Si vous vous souvenez de ma définition conceptuelle stricte, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas complètement absurde comme question. Puisque la définition du temps du mythe, c'est le moment où des êtres de la métamorphose, ces êtres dont vous ne savez pas qui c'est, et avec lesquels vous ne savez plus entrer en relation, deviennent la norme, ils prolifèrent. Or, quel est, je dirais, l'état des lieux de ce qu'on appelle l'anthropocène? C'est un monde dans lequel on croyait savoir ce que c'était la Terre, et puis, il y a quelques dizaines d'années, émerge un type qui s'appelle James Lovelock et qui nous explique que non, on n'a rien compris à ce que c'était que la Terre. La Terre doit être pensée sous la forme de Gaïa, c'est-à-dire un système qui a des capacités d'autorégulation, qui a des propriétés de contrôle de ses propres variables, qui tend à les maintenir sous certains seuils c'est toute la question, mais de telle manière que la vie sur Terre puisse fleurir. Gaïa, si c'est le nouveau visage de la Terre, c'est un être de la métamorphose. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est. De la même manière, vous êtes certainement au courant de ce qu'on appelle le syndrome de la disparition des abeilles, sous la forme du syndrome de la ruche vide. Les abeilles
on croyait savoir ce que c'était, et il s'avère que depuis une quinzaine d'années maintenant, elles disparaissent pour des causes que massivement on ignore, même si je suis d'accord avec vous qu'on sait quand même en partie qui on peut incriminer, c'est toujours les mêmes. Mais ces abeilles-là ont des comportements qui nous échappent. Et les relations qu'on avait mises en place avec elles ne sont pas les bonnes. De fait, les abeilles ne peuvent pas être considérées simplement comme des productrices de miel qu'on exploite, puisqu'elles constituent aussi les pollinisateurs de 80% du maraîchage européen, comme les pollinisateurs d'énormément de plantes à fleurs sauvages. Leur statut s'enrichit, se complexifie, et les relations qu'on avait mises en place avec eux sont déstabilisées, au point qu'on est voué à en inventer de nouvelles. Alors voilà finalement la question, la simple question que je voulais poser. Dans quelle mesure l'histoire de notre futur proche peut être pensée en termes de retour du temps du mythe? Et qu'est-ce que ça impliquerait si c'était le cas? Ça impliquerait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'enfin, on pourrait comprendre que si la crise est si profondément produit des effets si puissants de confusion, c'est précisément pas seulement parce qu'on sait très bien quoi faire mais on ne l'a pas fait, pas seulement parce qu'on sait comment il faudrait traiter la nature mais que des capitalistes sauvages font le contraire. Non, la raison pour laquelle la crise serait à ce point riche en confusion, ce serait parce que les êtres de la métamorphose se sont mis à proliférer. Parce que conjointement, les sciences biologiques d'un côté, en nous montrant que la Terre, c'est pas une planète, mais c'est Gaïa, en nous montrant que les animaux sont beaucoup plus riches de compétences que ce qu'on croyait, en nous montrant que les végétaux, par exemple les arbres, si vous suivez le livre de Peter Folleben, ne sont pas des tas de matières couronnées de feuilles qui font circuler de la sève et qui capturent l'énergie solaire, mais ils sont aussi des êtres qui communiquent et qui, sous certaines formes, pensent. On se retrouve face à des êtres de la métamorphose, des êtres qui conjointement font éclater les statuts qu'on avait fait pour eux et qui parallèlement exigent de nous qu'on invente de nouvelles relations. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le potentiel de libération de l'imagination théorique et pratique qui résulte de cette nouvelle manière un peu étrange, je vous l'accorde, de nommer notre époque. Mais pour moi, ce qu'elle recèle, c'est l'idée que s'il faut inventer de nouvelles relations, il va falloir aller chercher des métaphores, des récits, ce qui, dans les cultures animistes, est rôle qui est rempli par les mythes, et rôle qui, pour nous, devra être rempli par autre chose, et qui devra être rempli par, j'en fais le pari, en partie, la puissance d'invention de forme des artistes articulés au savoir des sciences les plus subversives. Cette invention de forme, elle exige de nouvelles figures, de nouvelles images. Elle exige qu'on déplace de nouvelles métaphores. J'en ai deux pour vous, dans les 40 secondes qui me restent. La première, c'est celle à propos de laquelle j'ai écrit tout un livre, ça s'appelle « Les diplomates ». Et j'essaie de me demander dans quelle mesure on ne peut pas penser nos relations avec les loups, donc des grands prédateurs, Canis lupus, hein, le vrai loup, en termes diplomatiques. C'est une voie qui a été fermée par l'ancien temps du mythe, parce que la nature, et en particulier les animaux, ne sont pas capables de diplomatie suivant la conception moderne. Mais la question devient, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de nouvelles formes de relations et est-ce que la diplomatie, ça a du sens? Le second exemple qui m'intéresse et pour lequel on a besoin d'inventer des formes, c'est l'idée de résistance interspécifique qui a été théorisée par Katarzyna Beilin et qui notamment essaie de comprendre comment les paysans qui luttent contre le soja Monsanto en Amérique latine vont rentrer dans des formes d'alliance avec des plantes sauvages, en l'occurrence l'amarante, et comment on peut repenser ce type de relation avec des végétaux en termes de résistance, mais c'est une résistance collective et c'est une résistance entre espèces, dans lesquelles deux espèces, une végétale et une humaine, s'allient pour faire cause commune. C'est ce genre de forme, c'est ce genre de relation nouvelle qui me semble mériter d'être réinventée pour stabiliser des relations enfin soutenables et enfin décentes aux formes de vie avec lesquelles on partage la Terre. Voilà, je vous remercie.